Fréquence 8. Allez, pour beaucoup, la fin de journée approche. 18h. Fréquence 8. 18h. Fréquence 8. L'essentiel de l'actualité, François Poulet. Bonsoir à tous. En déplacement à Lyon, ce lundi, Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces concernant la restauration. Pendant sa visite, le chef de l'État a bien failli recevoir un œuf sur la tête. Le président était en train de faire un petit tour des exposants du Salon international de la restauration lorsque cet œuf a été lancé. Il a d'ailleurs légèrement touché l'épaule du chef de l'État avant de s'écraser au sol. L'auteur du jet d'œuf, un jeune homme, a été immédiatement interpellé de manière assez musclée par la sécurité du président, puis menotté derrière une porte. Emmanuel Macron a demandé à lui parler. S'il a quelque chose à dire, qu'il vienne. C'est ce qu'a donc déclaré le président de la République. La rencontre n'a finalement pas eu lieu. Promis en juillet 2020 dans le cadre du Ségur de la Santé, le nouveau numéro national de prévention du suicide entrera en fonctionnement ce vendredi. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de la Santé Olivier Véran. Gratuit, accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 depuis tout le territoire national. Ce numéro permettra d'apporter une réponse immédiate aux personnes en détresse psychique et à risque suicidaire. C'est ce qu'a donc déclaré le ministre en ouverture des assises de la santé mentale et de la psychiatrie. Au bout du fil, des professionnels de santé formés, mobilisés en lien avec des acteurs du soin de chaque territoire pourront apporter des réponses adaptées à toute situation. Fin de citation. Un car de ramassage scolaire a fait une sortie de route ce lundi à Saint-Gorgon dans les Vosges après un malaise du conducteur décédé par la suite et un enfant a été légèrement blessé dans l'accident. C'est ce qu'a annoncé la préfecture des Vosges. Rapidement arrivés sur place, les secours n'ont pas pu réanimer le conducteur qui a été déclaré décédé. C'est ce qu'a encore déclaré la préfecture. Le jeune blessé a été transporté au centre hospitalier d'Épinal et une cellule de soutien psychologique a été ouverte. Côté sport, une nouvelle phase de vente de billets pour la Coupe du Monde de rugby 2023 s'ouvre ce mardi avec des packs de 2 matchs, dont les quarts de finale. Les organisateurs du mondial, qui aura lieu du 8 septembre au 28 octobre 2023, ambitionnent de vendre 100% des billets. Environ 250 000 billets seront mis en vente lors de cette deuxième phase. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Merci pour les infos, retour de l'info à partir de 19h, ce Fréquence 8 Sport en direct. Fréquence 8 Sport, c'est parti. Vous voulez les résultats? Interviews des clubs et sportifs locaux? Posez-vous et profitez de votre émission 100% sport. C'est chaque lundi dès 18h en
en direct sur Fréquence 8. Fréquence 8 Sport en direct, 18h, 19h. Nous sommes avec toute l'équipe et c'est Gérard à la présentation. Oui, Florian, nous avons ce soir pour le vélo David. Bonsoir David ou bonjour David. Bonsoir Gérard, bonsoir Florian. Et pour l'éducateur immanquable qui connaît tout du football, c'est Philippe. Oui. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Alors Florian, tu nous remets ça là pour le championnat du monde. C'est parti, l'arrivée. Julien Alaphilippe, champion du monde pour la deuxième fois consécutive. Il vient de rentrer dans le cercle des très grands. Julien Alaphilippe, champion du monde au cœur des Flandres, au pays du vélo. Mesdames et messieurs, en l'honneur de notre nouveau champion du monde, nous présentons l'hymne national de la France. Dames en heren, als eerbetoon voor de nieuwe wereldkampioen gaan we luisteren naar het nationale volkslied uit Frankrijk. Excellent Florian. Alors David, ce final, tu crois que Volcker avait bien prévu? Oui, Thomas Voeckler avait prévu et ils avaient annoncé que la France allait faire une course de mouvement d'assez loin. C'est parti à 180 km avec le coureur normand Benoît Connefroy qui a durci la course. Donc du coup, ça a mis des équipes, des grandes équipes comme les Danois et les Belges à passer à la manœuvre à près de 200 km de l'arrivée. En tout cas, on a eu quand même la vision d'une équipe de France et pas d'individualité qui venait défendre chacun son bas. Oui, c'est ça. C'est un titre d'équipe et pas un titre individuel. C'est les 9 coureurs qui étaient au départ qui ramènent le titre de champion du monde et pas seulement que le vainqueur Julien Alaphilippe. Ce sont bien les 9 coureurs de l'équipe de France qui ont gagné ce maillot de champion du monde. Le deuxième maillot, il faut ça le souligner quand même. Ouais, c'est son deuxième maillot. C'est le 7e coureur à pouvoir faire le doublé. Après Oscar Freire, après Bettini, Bugno, que des grands noms. Et le dernier en date qui a fait le triplé, c'est Peter Sagan. En tout cas, c'était un moment important et on est très heureux de cette arrivée et surtout de ce champion. Oui, on est très contents. Nous, dans le cyclisme, c'est lui qui tire le cyclisme français vers le haut. Donc, il n'a pas hésité hier à 60 km de l'arrivée, avant d'entrer sur le circuit final, de durcir la course et de faire un petit groupe de 15-16 coureurs avec les grands favoris. Et puis, il a attaqué une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et la 5e a été la bonne à 17 km de l'arrivée. Donc, on va dire bravo à l'équipe de France. Bravo. Alors nous, David, nous étions plutôt au Tour de Bretagne avec notre ami Hubert Guinard vendredi. Et toi, tu as suivi l'étape de Hubert Laurent, donc maire de Quédillac, Fougères, et l'étape du final entre Guitté et Dinan. Alors, quels sont tes commentaires et ton apport sur ce Tour de Bretagne? Alors, on s'attendait samedi au Tour de Bretagne à une première explication entre favoris du côté de Fougères. Donc, l'étape se déroule en deux parties. La première, c'est une échappée de 9 coureurs, 10 coureurs qui se retrouvent devant, qui prennent jusqu'à 4 minutes. Jusqu'à l'entrée du circuit final, où là, à 10 km du circuit, il y a le futur vainqueur, l'Allemand Wolf. L'Allemand Wolf, voilà. qui met une attaque et se retrouve tout seul et fait les 50 derniers kilomètres tout seul. Tout à fait, ouais. Et derrière, a eu lieu les premières offensives du classement général avec des attaques de Johan Lebon, du petit Lonny, Jean-Louis Lonny, et du Hollandais de Larry Wall van der Leck. Donc Thibaut Ferras a bien défendu son maillot et du coup il n'y a pas eu de grosses cassures entre les favoris. En tout cas, ça s'est quand même contrôlé et on a vu que, en particulier Lebon qui a essayé de partir. Lebon a essayé, oui, dans le dernier tour. Avec Retailleau, je crois. Oui, avec Retailleau, le deuxième du classement général. Après, il a essayé encore tout seul. Complètement neutralisé. Oui, et après, il a encore essayé à 3 km de l'arrivée dans la côte de la Vigne, à Fougères,
qui était l'avant-dernière difficulté, mais ils sont revenus en haut de la peinterie à 300 mètres de l'arrivée, ce qui fait qu'il y a eu une neutralisation des temps au niveau du final. Alors en tout cas, qu'est-ce qu'il y avait comme public sur ce Tour de Bretagne, en particulier dans les arrivées qui étaient beaucoup dans les centres-villes, ce qui était quand même un bon point. Et derrière, tu disais que pour la dernière étape, alors ça a été de la folie. Oui, la folie, c'est j'ai pu intégrer de l'intérieur le Tour de Bretagne et conduire des invités. Et donc, toute la route du dimanche après-midi, il y a eu du monde dans chaque commune, dans chaque petit recoin de carrefour. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et puis, quand on arrive à Dinan, au port, d'ailleurs. Le circuit fait 6 km et sur les 3 derniers kilomètres du circuit, du port jusqu'à l'arrivée, même après l'arrivée, il y avait du monde, mais c'était noir de monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le nid chute, tout le monde croit à la victoire et finalement, le nid renaît. Alors, qu'est-ce qui se passe, David? Qu'est-ce qui se passe? On va reprendre un petit peu le fil de l'étape. Il y a une échappée de 5 plus 4 coureurs. Ils se retrouvent à 9 devant, avec pas plus de 2 minutes, une 30 maximum, contrôlée par l'équipe du 3e au général, Larry Wall du Hollandais Van der Leek. Ouais, un nom de bien de chez nous. Ouais. Voilà, c'est ça, bien hollandais. Et puis, il y a un regroupement général qui se fait à l'entrée du circuit. Donc là, maintenant, il y a les 9 coureurs qui peuvent encore gagner le classement général, qui se tenait en 31 secondes. Donc, devaient passer à l'offensive et attaquer chacun leur tour Thibaut Ferras. C'est ce qu'ils ont fait. Et puis, à la dernière bonification, il y a Retailleau, le 2e du général, qui fait 2e de la bonification. Donc, qui passe devant Thibaut Ferras au classement général. Et derrière, il y a Jean-Louis Leny qui contre tout le monde et se retrouve à 4 coureurs devant avec lui, c'est-à-dire 5. Et il y a tout de même Delaplace qui revient à un tour, Anthony Delaplace de Arkea qui revient à un tour de l'arrivée. Et donc, comme lui, il avait un coéquipier qui était dans l'échappée, il l'a attendu, l'a intégré dans l'échappée, il s'est sacrifié jusqu'au pied de la dernière difficulté. Et là, dernière difficulté, à moins de 2 km de l'arrivée, il y a une montée en pavé. Donc, les coureurs qui ne font pas partie du classement général ont pu se battre. Et du coup, Anthony Delaplace de Arkea et Jean-Louis Leny se sont un petit peu marqués dans les pavés. Et du coup, Jean-Louis Leny glisse sur un pavé et déraille à moins de 400 mètres de l'arrivée. Finit à une 50e place, assez loin derrière. Oui, mais il bénéficie du règlement, a priori. Et du coup, à l'arrivée, il y a un quiproquo qui annonce Jean-Louis Leny vainqueur, puis Anthony Delaplace. Voilà. Et après vérification du règlement qui stipule que tout ennui mécanique, crevaison ou chute dans les 3 derniers kilomètres, le coureur réintègre le temps au niveau du temps. Voilà. Au groupe où il appartenait. Et comme il était avec Anthony Delaplace, donc il finit certes à 52e place, ça il la garde, mais il récupère son temps de 7 secondes. Au niveau du classement général. Au classement général. Et du coup, comme il avait 3 secondes d'avance sur Anthony Delaplace, il gagne le classement général pour 3 secondes. Eh bien, ce Tour de Bretagne a fait beaucoup d'heureux. On était à Bois-Gerville, bien sûr, avec notre ami Hubert, mais avant, on a eu monsieur Cherel, président de Motoban Saint-Main Communauté. Et alors, voilà, Philippe, nous sommes à la ligne d'arrivée de Bois-Gerville. Ça a été une réussite. Une belle journée, beaucoup de monde, la météo qui était de la partie et une très belle course. Bravo pour la journée. Et Hubert, alors, également, alors là, Hubert, il était sur un nuage, il ne tenait même plus dans ses chaussures, il est sauté en l'air. Hubert Guinard pour ses commentaires d'arrivée. Ah, exceptionnel. Alors là, je crois qu'aujourd'hui, on a vécu déjà une journée ensoleillée, mais tout était parfait. Le circuit, le spectacle, les spectateurs, enfin, j'en passais les meilleurs. Les bénévoles ont fait un travail exceptionnel. Et depuis 2 ans à Bois-Gerville, comme dans beaucoup de communes, on n'avait pas eu d'animation, que de bonheur, que de bonheur.
Et je dirais, on parle beaucoup dans nos collectivités et à droite et à gauche de lien social. J'encourage tout le monde, faites des fêtes, organisez des fêtes, faites la fête avec modération, mais faites la fête toujours. Et notre députée, Madame Rouault, Claudia, pour le Conseil régional, nous fait part de ses commentaires également et de la participation du Conseil régional sur ce Tour de Bretagne. Oui, alors je suis très très heureuse aujourd'hui d'être au Tour de Bretagne pour deux raisons. D'abord parce que c'est le grand rassemblement des amoureux du vélo et on connaît la Bretagne et tous les adeptes du vélo. La deuxième chose, il fait très très beau et j'en rajouterai une troisième. Eh bien, en tant que conseillère régionale, la région Bretagne a toujours soutenu ce Tour de Bretagne, l'ancien granitier. Également, nous avions monsieur le maire de Quédillac, Hubert Laurent, qui nous a fait part un peu de son bonheur de partager ce Tour de Bretagne avec Bois-Gervilly. Exactement, oui, ça a été un travail d'équipe avec mon collègue Bernard Piévache de Bois-Gervilly, en effet, où moi j'avais été sollicité et puis je lui avais dit, toi tu as un circuit pour l'arrivée, donc moi je ferai le départ, il m'a dit je ferai l'arrivée, tout s'est bien passé en fait. Ouais. Et donc David, toi qui as pu suivre plusieurs étapes de ce Tour de Bretagne, tu dis que ce serait dommage de ne pas le revoir d'ici peu. Ouais, faudrait voir avec la municipalité, avec M. Martins, avec Claudia Rouault pour pouvoir accueillir une étape du Tour de Bretagne à Montfort. Surtout qu'on peut avoir deux types de circuits, soit un circuit pour sprinter ou un circuit pour puncher avec, pourquoi pas, la côte de Saint-Lazare en juge de paix. Mais il faut essayer de convaincre la municipalité. Merci David. Et également, il y avait du cyclocross à Médréac, un petit commentaire du président du Challenge des Sous-Bois, Patrick Frein. À Médréac, première épreuve de Challenge Sous-Bois, un très beau circuit, un temps magnifique. Oui, exactement, un très très beau circuit, un temps magnifique, le circuit bien balisé, bien préparé, ça se voit que c'est fait par un pro du cyclocross. Un temps formidable, un petit peu de public, il en manque un petit peu à mon avis, mais bon, un petit peu de public. On était un samedi. C'est un samedi, puis il y a la concurrence avec Grandchamp. Le Tour de Bretagne. Voilà, et puis il y a la concurrence avec Grandchamp, donc voilà. Mais nous, pour la première manche du Challenge des Sous-Bois, c'est parfait, c'est très bien. Et donc le vainqueur à Médréac sur en effet un circuit relativement bien préparé, c'était Kylian Boileau de Loudéac, et qui prouve que nous n'avons pas beaucoup de coureurs locaux, puisque c'était le deuxième, un coureur de Caen, Karim Léveil, et également le troisième, c'était un coureur de Rouen, qui était Poitevin du Bost. Voilà. Le Poitevin du Bosc. Le Poitevin du Bost, un coureur de Rouen. C'est ça. Une petite pause musicale et nous revenons pour tous les compétitions de ce week-end que nous avons vécues ensemble. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted here. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right here. Oh, 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 oh. I'll be fucked up if you can't be right here. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up.
changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. Ce week-end, c'était également un week-end de basketball. Et en National 3 masculine, il y avait le match Hennebont, à Hennebont bien entendu, contre Montfort. Alors, vous imaginez, il y a eu à la fin du match égalité et il a fallu les prolongations pour départager les deux équipes d'Hennebont et de Montfort Basket Club. Et c'est Hennebont qui crée la surprise ou qui remporte 88-86 ce match sur le terrain d'Hennebont. Sacha nous explique un peu qu'est-ce qui s'est passé. Sacha, joueur de l'équipe de National 3 Basketball de Montfort. Contre Hennebont, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est pas possible quand même de voir le score s'en aller et être obligé de jouer une des prolongations. Ouais, au début, on n'était pas dedans, genre la première mi-temps, on se faisait prendre genre sur les côtés et tout. Et du coup, ils nous ont mis 20 points dans la tête. Et après, on est revenu hyper loin, genre dans la seconde mi-temps, et on est revenu hyper près. Genre, on les a même dépassés à un moment, c'était vraiment juste. Un coup, ils nous menaient d'1 point, un coup, on les menait de 1 point, et c'est parti en prolongation. Et après, c'est joué sur des petits détails, c'était la fatigue, tout ça. Et alors, contre Quimper, vous espérez? Contre Quimper, je pense on doit être dur dès le début. Genre vraiment, on doit être en défense, on doit être dur. Puis après en attaque, ça vient tout seul. Donc je pense que faut être dur dès l'entrée en fait. C'est ce qu'on n'a pas fait contre Hennebont. Merci Sacha. Allez, bon courage. Également Moïse, qui est un nouveau joueur qui arrive de Charenton et qui est un nouveau joueur pour Montfort Basket Club, qui nous donne lui aussi son commentaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Hennebont, Moïse? Hier? Oui. Hier, c'était un match qu'on a mal débuté. On a réussi à remonter au niveau du 3e quart-temps. Et après, 4e quart-temps, ça se joue vraiment sur des petits détails, des écrans, des oublis de joueurs. Mais sinon, c'était largement à notre portée. Clairement, on voyait la victoire. En prolongation, on pensait vraiment l'avoir. Mais bon, ils ont été meilleurs que nous. On les attend en retour. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Et alors Moïse, comment tu t'adaptes? Comment se fait un peu ton acclimatation dans les groupes? Ça se passe très bien, je suis très bien accueilli par le groupe N3. Vraiment, c'est vraiment une famille, on forme vraiment une famille. Et c'est ce qui va nous faire gagner parce qu'il n'y a rien de mieux que la famille. Et tu penses que contre Quimper, vous allez là montrer une autre image? Son Quimper, on peut largement s'imposer. Il faut seulement qu'on soit ensemble, unis dans la défense. Et après, si on défend bien et on les fatigue, l'attaque, ça vient tout seul. Il n'y a aucun moyen qu'on perd. Merci Moïse, à bientôt. Alors, sur Fréquence 8 masculine également, Montfort là a fait la différence. 81 contre le Golfe du Morbihan, c'est-à-dire plus ou moins l'équipe d'Auray, 53. 81-53. En pré-nationale féminine, Montfort recevait banlieue ouest, plus ou moins quand même autour de club de Mordel-l'Heureux. Et Montfort a battu banlieue ouest 62-48. Mathieu nous donne, en tant que coach, nous fait part de son bonheur de ce résultat. Mathieu, un bon score contre la banlieue ouest 35. Ton équipe a remporté quand même 62-38. 48. Ouais, on gagne de 14. Alors, oui, forcément. Que tires-tu comme enseignement? Déjà, comme tu dis, heureux, j'ai le sourire, ça fait plaisir de ramener la victoire, d'autant plus qu'on jouait chez nous, donc c'est bien pour commencer cette saison. Il y a eu des très très bonnes choses.
je retiendrai que le positif, même s'il y a eu des petites périodes, notamment sur chaque carton, de 1 à 2 minutes où on était vraiment déconnecté. Donc ça, il faudra qu'on arrive à très vite régler ça. Mais sinon, le collectif commence à faire effet, à prendre. Donc que du positif pour la suite. Et donc, c'est le travail qui paye. Ouais, c'est le travail, c'est notamment on va dire la séance du vendredi où on est toutes là, on travaille collectivement, on s'entraîne longtemps. Donc ailleurs, on voit les fruits qui arrivent. Et donc, c'est ainsi qu'on arrive à des résultats. C'est exactement ça, il nous manquait quelques ingrédients, notamment sur les matchs de prépa. Là, on a réuni tous les ingrédients pour remporter ce match. Et maintenant, il faut le reproduire à tous les entraînements et puis dès dimanche prochain, quoi. Et Marine, joueuse de Montfort Basket Club dans cette équipe de pré-nationale, nous donne également son commentaire. Ce match, ça fait du bien le score, hein. Ouais, ça fait du bien de gagner après 3 défaites. Ça fait un peu du bien au moral au moins de gagner et d'avoir une jolie victoire. Est-ce que tu as l'impression que c'est le travail aux entraînements qui ressort dans ce résultat? Ah bah ça c'est sûr, le travail ça paye, on s'entraîne beaucoup pour ça aussi. Il y a des entraînements avec du jeu par poste pour pouvoir vraiment jouer ensemble. Et puis après plus de la course pour vraiment être physiquement tenable pour le match. Et alors le groupe, ça y est, il se constitue bien pour la saison? Bah pour l'instant ça y est, on commence à avoir un peu les rôles de chacune et c'est vrai que c'est agréable de se trouver sur le terrain. Bravo donc aux féminines du Montfort Basket Club. Et donc on attend une réaction de l'équipe masculine contre Quimper. Et je pense que cette semaine, ça va être chaud aux entraînements. Et donc samedi prochain à 20h, Quimper, qui est en tête de ce groupe, se déplace à Montfort Basket Club. Et j'espère qu'il y aura un bon public, un public pour encourager également notre équipe de Montfort Basket Club. Une petite pause et nous revenons au football. Ce soir, j'ai le mal de mon époque. Je remplis des pages, ce soir, je noircis des blocs. Et si on se croise, il faudra baisser les stores, s'éclater les cordes vocales, mais c'est du sport. Pas la même ligne de départ, pas la même ligne d'arrivée. Tous nés sous un cimetière d'étoiles, mais pas tous aussi bien nés. Ma vie un backstage, mon futur un blind test. Toujours en quête de la prochaine quête. Je suis mal dans ta peau, t'es mal dans la mienne. Ce soir, je remets de mon époque. Je remplis des pages, ce soir, je noircis les blocs. Et si on se croise, il faudra baisser les stores, s'éclater les cordes vocales, s'aimer c'est du sport. Ce n'est pas ton jour, pas ton mois, pas ton année. Le bonheur court toujours après l'horizon à vol d'oiseaux blessés. Ma vie un backstage, mon futur un blind test. Toujours en quête de la prochaine fête. Je suis mal dans ta peau, t'es mal dans la mienne. Ce soir, j'aime de mon époque. Je remplis des pages, ce soir je noircis les blocs. Et si on se croise, il faudra baisser les stores, s'éclater les cordes vocales, mais c'est du sport. Je ne veux pas rester seul. Je ne veux pas rester seul. Je ne veux pas rester seul. Ah, je ne veux pas rester seul. Je ne veux pas rester seul. Ah. Alors, Philippe, qu'est-ce qui s'est passé? Le titre de Ouest France de ce matin, Breteuil prend une leçon de réalisme. Breteuil en R1 contre Langueux. 3-1 pour Langueux. Le titre est tout à fait juste.
C'est vrai que Langueux, en première mi-temps, a dû tirer 3 fois au but. Ils en ont mis 3. Bon, je pense que déjà sur ce match, l'entame de match de notre part a été très 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 bonne. Malheureusement, là, on a eu, nous, vraiment un manque de réalisme. À la 4e minute, on a un penalty qui est sifflé en notre faveur et le gardien le détourne. Derrière, on a encore 2 occasions très franches de mener au score et on ne marque pas. Et ben après, c'est vrai qu'on domine. Hein. On domine et sur les contres, Langueux fait la différence. Eux ont été vraiment très très réalistes, ce qui n'a pas été notre cas. 3-0 à la mi-temps, c'était très très compliqué. Je pense qu'il aurait fallu réduire le score dans le premier quart d'heure de la seconde période. Ça n'a pas été le cas. Mais par contre, on a assisté pendant 45 minutes à une véritable attaque-défense, hein, puisque Langueux a dû sortir peut-être 2 fois de sa moitié de terrain, dont une fois sur une occasion très très dangereuse, mais là Gabi a fait un super arrêt pour éviter quand même le 4-0, parce que là ça aurait quand même été plus que sévère. On réduit le score par Aurélien à 10 minutes de la fin. C'était un peu trop tard, mais en face on avait un gardien qui était chaud bouillant, qui était pratiquement imbattable. Tout à fait, un très bon match du gardien. Excellent, et puis quand il était battu, la balle lui arrivait quand même dans les bras. Donc, qui avait la chance avec lui. Ah oui, la chance, ça se provoque. Hein. Ça se provoque, ça a été le cas. Nous, on n'a pas été réalistes offensivement. Je sais que Lionel disait qu'il y avait cette histoire de dernière passe qui posait peut-être un petit peu de problème. Moi, j'ai surtout trouvé que c'était la finition qui avait posé un problème hier. J'aurais bien voulu voir notre équipe mener au score devant Langueux, parce que je suis persuadé que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour les adversaires. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et une équipe qui sera dans notre championnat de R1. Quand je dis dans notre championnat, c'est que on se battra vraiment pour. Faut pas oublier que c'est le maintien la priorité. Et Langueux a pris hier 3 points chez nous, qui va leur faire du bien, parce qu'ils avaient quand même été battus la première journée de championnat. Et alors, on va écouter l'analyse de Lionel, le coach du FC Breteuil-Talensac. L'analyse est simple. Je pense qu'on a manqué d'efficacité. C'était un peu mon maître mot en fait à la mi-temps. Ça ressemble un peu à un match qu'on a joué l'année dernière contre Lamballe, où on est mené 2-0 à la mi-temps et on réussit à revenir à égalité. Aujourd'hui, à +3, c'était un peu plus compliqué. Ça s'est vu malgré en fait toutes nos situations en fait devant le but, toutes nos situations dans la dernière passe qu'on a pu louper. Ouais, voilà. Si on analyse le match, on dirait qu'on n'a pas une équipe spécialement meilleure que nous en face, mais qui a été efficace sur leur contre-attaque. Qui a joué derrière, regroupé, certes, mais malgré tout, malgré cette densité chez eux, on a pu quand même créer des décalages, mais on a été pas efficace sur la dernière passe, pas efficace sur la finition devant le but. Et c'est vrai que le résultat, il est là. On a couru après le score tout le match. Et effectivement, on loupe aussi un penalty. Et puis, sur le penalty, on peut dire le score déjà. Voilà, on peut aussi dire que on met le penalty sous le coup de l'inefficacité qui a été la nôtre sur ce match. Donc bon, un match à oublier, certes, mais on va continuer à travailler. On va essayer de reprendre. Il y a eu des bonnes choses quand même. Faut pas tout dire en négatif. Il y a eu du ballon Bon, c'est peut-être la finition qui n'était pas dans le même résultat. Pour moi, le contenu, il est assez bon, même si sur certaines phases de construction, on a mis la touche de trop. Voilà, je pense qu'on doit être un peu plus efficace, notamment sur le lâcher de ballon dans les zones de vérité, notamment celle où il y a la densité dans l'animation. Alors, ce fut un beau week-end, Philippe. En Régional 1, alors, l'Heureux contre Cesson. Cesson qui semble être avoir de la motivation pour monter. Le score. Qui a priori est annoncé même comme l'épouvantail du groupe. Ils ont fait match nul l'Heureux. Je pense que l'Heureux 2-2. C'est bien battu pour arracher ce résultat qui est positif pour ce club. Et donc Saint-Grégoire n'a pas réussi mieux que devant vous contre Redon. Ah non, parce qu'ils en ont quand même pris 7 à Redon, et là, ça fait mal. Je pense que pour Saint-Grégoire, la saison va être quand même assez compliquée, mais c'est pas une surprise. C'est ce que les dirigeants m'avaient dit quand nous sommes allés les jouer en Coupe de France le week-end dernier, et ils avaient dit que pour eux, ça va être très, très compliqué cette année. Et en Régional 2, on a une surprise quand même dans ce derby Montauban-l'Hermitage.
Montauban, quand même, c'est surprenant. Oui, c'est possible, mais je crois que l'Hermitage est assez costaud quand même cette saison. Et Oui. ils ont bien appréhendé ce championnat de R2. Là. Et d'ailleurs, ça ne trompe pas, puisqu'ils sont 2 matchs de victoire. Ils sont en tête ex aequo avec Bréquigny. Donc, c'est pas vraiment une surprise. L'Hermitage donc gagne contre Montauban 1-0. Oui. Alors Passy qui également est solide et présente des bons résultats. Ah ben Passy, ils avaient intérêt parce qu'ils en avaient quand même pris 8 par la TA de Rennes la première journée de championnat. Là, ils ont redressé la tête en battant la baie de Fougères. Je crois qu'il valait mieux quand même 1-0. pour eux. Oui. Alors, nos amis d'Esquadane, malheureusement, sont revenus de Bignan avec une leçon. Ben, 4-1. Perdu 4-1. Donc, comme on dit, également à se remettre en cause. Alors, en Régional 3, la surprise nous vient de d'Évran. BD Plumlock s'est déplacé à Évron et le score, Philippe? Oui, une victoire de BD Plumlock à l'extérieur sur le score de 3-1. C'est bien. BD Plumlock fait un bon début de championnat puisqu'ils avaient fait un résultat nul pour la première journée. Là, une victoire à l'extérieur, ça démarre bien dans leur championnat de R3, c'est très bien. Et donc, comme ils font partie du groupe Lavonnoise, oui, tout à fait. On ne peut dire que Samuel fait du bon boulot pour l'équipe de la Régionale 3. Automatiquement, de toute façon, à partir du moment où on a des résultats positifs quand on est coach d'une équipe, c'est qu'on fait du bon boulot. Ça change le visage de l'année dernière, avec des résultats très difficiles. Alors, Irodouer gagne son match contre Saint-Aubin-de-Bigné, 1-0. Oui. Logique. Logique, je ne sais pas, puisque je n'ai pas assisté au match, mais bon, c'est bien pour l'équipe de David Briand. Ils font un début de championnat qui, je pense, doit être conforme à ce qu'ils attendaient, avec une victoire et un nul, donc ça s'engage bien. Et alors, on parlait tout à l'heure de l'équipe 1 de Saint-Grégoire. Finalement, l'équipe 2 de Saint-Grégoire a donné une leçon à Kédia 4-2. Oui, mais attention, Saint-Grégoire, ça joue sur un synthétique. Ça change énormément. À Kédiac, c'est pas vraiment un synthétique comme terrain. C'est 2 terrains en herbe qu'il y a là-bas. Oui. Donc, ça change beaucoup. Ça change beaucoup. Alors, en féminine, le groupement Lavonnoise faisait son premier match contre Saint-Grégoire. Alors, Philippe, qu'est-ce qui s'est passé ? Du positif, puisque après s'être qualifié en Coupe de France le week-end précédent contre Torigné, donc l'équipe féminine en première division du groupement Lavonnoise est allée jouer à Saint-Grégoire. Elles étaient menées 1-0 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, elles sont revenues au score par l'intermédiaire de la même, CL7, comme il faut l'appeler, Coralie. Et deuxième but marqué par Angélique, ce qui fait que ça fait une victoire à Saint-Grégoire. Le championnat démarre sous les meilleurs auspices pour ce groupe-là. Et Noémie va nous parler de ce match. Elle, dans le groupement Lavonnoise, elle va nous donner le ton, l'ambiance et le plaisir de jouer dans cette équipe féminine. On a mal commencé, on s'est fait mener en première mi-temps, mais on a fait une belle remontada. Oui, mais vous gagnez ce match. Absolument, 2-1. Et alors, l'équipe, Lavonnoise, ça s'est bien passé, le groupe secret au niveau féminine? On n'a jamais été aussi cohésion. C'est full cohésion. Et alors toi, tu joues à quel poste? Je suis numéro 10. Numéro 10 là. Absolument. C'est toi qui manages l'équipe au niveau du jeu. Le ballon se balade. J'essaye de faire ce que je peux. Alors, as-tu de l'ambition pour cette année? Je pense qu'on peut jouer le haut tableau. Le haut tableau de l'AD1. Le haut tableau. Ah oui. Bon, c'est bien, Noémie. Et puis alors, bonne chance pour la suite. À bientôt sur Fréquence 8. Et oui, Philippe, ça semble oublier un petit peu les difficiles matchs en Régional 2 féminine. Oui, après je pense qu'il y a un groupe là qui commence à bien se trouver. Et puis quand on gagne des matchs, on a tout de suite le moral. Et le week-end prochain, elles ont un très très bon test parce que c'est le deuxième tour de la Coupe de France féminine. Et là, elles vont avoir l'occasion de recevoir l'équipe de Redon qui justement joue en Régional 2. Et qui a gagné ce week-end contre Saint-Jacques d'ailleurs. Donc là, ça va être, elles vont bien pouvoir se tester pour voir un tout petit peu ce qu'elles peuvent attendre de cette saison à venir pour ce groupe-là. Alors le district, Philippe,
Oui, Gérard. Breteuil-Talensac, enfin une victoire. Enfin, il n'y a eu qu'une journée de championnat. Hein, Ouais. Où, Faut pas dire enfin. Où il y avait eu une défaite, c'est vrai, contre un concurrent, en l'occurrence l'équipe de Passé. Là, ils sont allés jouer contre l'Esquadène Brocéliande. C'était sur quel terrain qu'ils C'était ont à joué Monterfil. Oui, à Monterfil. À Monterfil. Donc c'est un terrain en herbe, là. C'est un terrain en herbe et d'après les échos que j'ai eus, c'était un petit peu un piège. Mais bon, ils sont revenus avec une victoire 2-0, c'est l'idéal, c'est bien, ça permet de lancer la saison pour pouvoir continuer avec, comme ce groupe-là rentre en coupe du conseil départemental le week-end prochain, ça va faire du bien, ça va faire des matchs, sachant que le championnat a lieu que tous les 15 jours, quoi. Et alors, il y a donc des équipes qui se montrent déjà, là c'est Samin contre Saint-Gilles. Oui. En Division 1. Oui, Samin. 4-1 pour Samin. Oui, c'est un bon résultat, mais moi, dans ce groupe-là, c'est plutôt le FC Mordel dont je me méfierais. Voilà, parce que... le FC Mordel qui regroupe donc ces deux clubs, JA-US, 6-0. Ouais. On ne parle plus ni de GA ni de l'US là maintenant, tu sais, Gérard. Voilà, c'est vraiment le FC Mordel qui a gagné contre l'équipe C du Reux. Ils avaient une saison quand même... Il faut que la mayonnaise prenne aussi. Hein. Voilà. Donc là, je pense que c'est bien parti. On ne pouvait pas voir l'année dernière, je pense que ça aurait été le même cas. Mordel aurait été obligatoirement dans le haut de tableau. Maintenant, comme il n'y a eu que 4 journées de championnat, puis on est au début de la saison. Ça fait quand même une année qu'il n'y a pas eu réellement de matchs de compétition pour tout le monde. Ça devient un peu... C'est compliqué quand même de remettre tous les organismes en état de marche. Donc on sera plus vite fixé, je pense, au bout de 4-5 journées de championnat. On verra vraiment ce qu'on peut attendre des différents championnats. Mais quand les terrains vont devenir un petit peu plus lourds, ça va changer Oui, aussi mais la donne. beaucoup maintenant de terrains. Oui, mais comme il y a beaucoup de terrains synthétiques, voilà. les quelques terrains en herbe, je prends l'exemple de Breteuil, on a quand même une superbe pelouse, donc ça... On n'en pâtit pas trop. Je trouve quand même, elle aurait pu être tondue quand même. Je trouve que l'herbe était un petit peu... C'est pour ralentir le jeu de l'adversaire, comme faisait Giroud à une certaine époque. Voilà. Pour pas que ça aille trop vite. On rentre pas dans ces considérations-là pour l'instant. En Division 1, Chavagne, quand même, contre Montauban, 4-2. Donc ça sera encore également des hauts de tableau. Oui, et puis c'est une... Chavannes, je ne sais pas, mais c'est la réserve de Montauban. Hein, donc on ne sait pas trop ce qu'il y avait au niveau supérieur dans l'effectif. C'est souvent le cas s'il n'y a pas un effectif suffisamment conséquent, automatiquement, ce sont les équipes réserves qui en paient les contributs. Et puis c'est pas facile non plus. Puis les réserves, les équipes 2, actuellement, elles jouent tous les 15 jours, à peu près. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, c'est pour ça qu'avec leur rentrée en coupe, c'est important. Ouais, c'est important, ouais. Alors, en Division 2... Breteuil-Talensac est revenu avec une défaite à Médriac. Oui, 2-0, oui. 2-0, là, c'était un terrain en herbe. Là. Oui, tout à fait. Oui, la première journée avait vu la victoire de ce groupe-là. Là, c'est une défaite. De toute façon, l'objectif de ce groupe-là, c'est d'être dans la première partie de tableau. Et puis, ce sera une saison automatiquement réussie. Et Montfort-Ifindic continue sur sa lancée puisqu'il était à Saint-Gilles et qu'ils sont revenus avec un score de 3-2. Oui, c'est pas une surprise. Eux, ils ont carrément affiché leurs ambitions de rejoindre le niveau supérieur. Donc, ils mettent ça en pratique dès le début de la saison. Mais voilà. La saison est longue. Et alors, as-tu d'autres scores que tu veux signaler, Philippe ? Oui, on a aussi notre équipe senior 4. Qui est en D4 disputé sa première rencontre de championnat contre l'équipe C du Montfort-Ifindic. L'équipe C, quand et même. Qui a vu notre équipe 4, et qui a vu la victoire de Breteuil-Talensac sur le score de 3-0. Est-ce que vous avez repris les matchs du dimanche matin, là, le match plaisir, loisir ? Le foot loisir a repris, oui, depuis quelques temps déjà. Oui. Donc le dimanche matin. Hein. Ah oui, à 9h30. À 9h30. 9h30. C'est de bonne heure, ça. Ah oui, mais ils sont prêts. Il n'y a pas de souci. Alors, également un score, et j'y tiens beaucoup, et on essaiera de se tourner de plus en plus vers les jeunes. Le groupement Lavonnoise, pour son premier match en U16 contre Saint-Gilles, a gagné 5-1. 5 buts à 1 pour les U16 de football. On essaiera d'avoir les autres scores. Oui, bien sûr. De toute façon, dans les prochaines semaines, je m'arrangerai pour avoir les résultats de toutes ces équipes jeunes pour le groupement Lavonnoise. Que ce soit garçons comme filles, d'ailleurs, parce que les féminines aussi
ayant intégré le groupement Lavonnoise, jouent le samedi, ne serait-ce que les U18 féminines. Et on essaiera de les faire venir également au micro parce qu'ils sont ambitieux et ils ont raison. Hein, j'espère qu'ils vont faire monter les équipes en régional. C'est un petit peu l'objectif. À partir du moment où on a deux quand c'est pas 3 équipes dans la même catégorie, puisqu'en U15, on a 3 équipes là, cette année au sein du groupement Lavonnoise. C'est vrai qu'à terme, l'idéal, ce serait d'avoir l'équipe une de chacune de ces catégories qui rejoignent au plus mal le premier niveau régional. Ce serait quand même l'idéal. Très bien. Alors, on a écouté également David Dupressoir, qui est le président du FC Breteuil-Talensac, qui nous a parlé des partenaires du FC Breteuil-Talensac. FC Breteuil-Talensac, c'était la journée d'invitation des sponsors et de tous les partenaires du FCB Talensac. Bah oui, c'était une belle journée. Effectivement, on a eu le plaisir de recevoir tous nos partenaires, élus et puis aussi sponsors privés. On était une quarantaine de personnes, c'était une très belle manifestation, tout le monde était heureux d'être là, de se retrouver pour ce premier match à domicile. Hein. C'est un des premiers matchs, hein, puisque pour l'instant tous les matchs de Coupe de France on les a fait à l'extérieur. Voilà, donc c'était le premier match à Breteuil, une grosse affluence, du soleil, beaucoup de monde, une belle journée. Malheureusement il a manqué le score. Le président, comment les sponsors ne vous ont pas lâché après cette période de pandémie, Covid, où il faut rester devant la télévision? Non, pas du tout. Merci à eux pour leur fidélité. Ils nous ont accompagnés l'année dernière. Après, on a essayé aussi de les mettre en avant du mieux qu'on pouvait faire au travers des réseaux sociaux, au travers de différentes expositions sur notre site internet. On a aussi accueilli des stagiaires qui ont fait des interviews qu'on a pu diffuser. Donc voilà, je pense que tous nos sponsors s'y retrouvent et puis apprécient le travail de fond qu'on peut faire aussi bien sur l'encadrement de l'école de foot que sur nos équipes seniors où on essaye de les mettre en avant du mieux possible. Voilà. Alors, autre compétition, le tennis de table en National 2. Montfort a remporté son premier match contre Breteuil puisque Breteuil n'a pas pu se déplacer. Un joueur manquait et ils n'ont pas pu compléter l'équipe et donc ils ont déclaré forfait. Et pour le tennis de table de Montfort, c'est un bon démarrage, on va dire. Également, quelques infos diverses. Le 4e rallyton du Ruban Rose à Effindic 35 qui est organisé par l'association Sandra Challenge que tout le monde connaît. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est le 06 21 53 43 08. Je rappelle le rallyton du Ruban Rose le dimanche 3 octobre, c'est bien ça, hein, Florian? C'est tout à fait ça. Hein, le 3 octobre. Et elle organise également, parce qu'elle mérite d'être encouragée, également par la suite une compétition au courant novembre, je crois. Hein, à préciser dans les prochaines informations. Également, donc, il y aura donc dimanche, Philippe, pour toi, la Coupe de France. Oui, l'équipe Fagnon du FC Breteuil-Talensac, dans le cadre du 4e tour de la Coupe de France, se déplace à Romagné. Comme tout à l'heure, David l'a bien spécifié dans l'interview, c'est vrai que hier, l'équipe recevait Langueux et c'était le premier match à domicile depuis 11 mois pour ce groupe-là. Et donc Coupe de France, c'est le 3e match de Coupe de France dimanche prochain, c'est le 3e déplacement. Et ce serait vraiment bien de pouvoir passer ce tour pour faire enfin un petit match à la maison dans le cadre de cette Coupe de France qui peut-être apporter énormément de public encore une fois et pourquoi pas avoir une très très belle affiche. Et également en basket, et on en parlera, donc le match de National 3 contre l'UJAP de Quimper, l'équipe B, donc le samedi 2 octobre à 20h à la salle du COSEC. Et David, également, tu nous en parleras dans l'agenda, mais beaucoup de courses ce week-end du 2 et 3 octobre. Oui, il y a des surtout la route des Adélies de Vitré, qui sera le vendredi 1er octobre. Oui, vendredi 1er octobre, il y a la route Adélie à Vitré, course professionnelle avec les meilleures équipes françaises du World Tour de 2e division et continentale, et puis les équipes étrangères. Et le dimanche, à Vitré, ils accueillent une course amateur qui s'appelle les Guélurons. C'est course en circuit de 2e, 3e catégorie, junior et passe.
Et toujours le dimanche 3, pas très loin d'ici, à la Chapelle-Chaussée, course de 3e catégorie junior et passe avec un contre-la-montre le matin et course en circuit l'après-midi. Et puis, juste à la limite du département, a lieu un cyclocross, c'est la Coupe de France, samedi et dimanche. Donc le dimanche, le samedi déjà, le matin, il y a les masters, les 30 ans et plus jusqu'à 85 ans. Participeront et plus si c'est pour certains participeront à leur épreuve le samedi matin, et puis l'après-midi il y aura des épreuves juniors, espoirs, élite, hommes et femmes, et le dimanche l'ensemble de la journée il y aura les cadets, les cadettes le matin, suivi des juniors, des espoirs et des courses féminines, juniors, femmes, espoirs femmes et élite femmes, et en dernière épreuve l'épreuve élite hommes qui sera du côté de Pierrick qui est à quelques kilomètres du département du 35. En tout cas, favori vendredi 1er octobre à Vitré, c'est Julien Simon. Oui, Julien Simon qui a souvent été placé là-bas, qui l'a déjà gagné de mémoire, mais souvent placé. Donc je pense qu'il va avoir un petit objectif. Surtout que là, ils ont 3 jours de course, puisqu'il y en a encore une autre le samedi du côté de Grandchamp, le Grand Prix du Morbihan, et le dimanche, le Grand Prix du Télégramme à Châteaulin. Et ça ne sera pas en avril, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas les giboulées du printemps, mais il y aura un beau circuit bien ensoleillé. Oui, il y aura un beau circuit ensoleillé le samedi, le vendredi à Vitré, pareil à Grandchamp le samedi, et le dimanche, ça va être un petit peu plus compliqué, ça sera vraiment les guerriers, parce qu'ils annoncent un très 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 mauvais temps pour ce week-end du côté de Châteaulin ce dimanche. Merci David, merci Philippe. Oui, pas de souci. À bientôt sur Fréquence 8. On va rejoindre Kenavo. Canavo, salut, ciao. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur notre chaîne YouTube Radio Fréquence 8. Et puis bien sûr, la rediffusion mercredi à partir de 10h. Belle soirée. Fréquence 8 Sport, c'est chaque lundi dès 18h en direct sur Fréquence 8. Vois ces rivières sous mes yeux, mes prières.